tous, j'espère que vous allez bien en ce samedi matin. Qui dit samedi dit réponse à vos questions et elles ont encore été nombreuses. C'est jamais facile de trier, on a envie de répondre à tout le monde et sans nous vanter, on pourrait faire 3 ou 4 podcasts comme celui-là par semaine avec tout ce que vous nous envoyez et je compte même pas les mails d'encouragement et de remerciements qui nous font toujours vraiment très chaud au cœur et très plaisir. Là, en l'absence de mes camarades Théo et Antoine pour ce week-end, j'ai sélectionné quelques-unes d'entre elles. N'hésitez pas à les reposer ultérieurement si vous voulez absolument une réponse précise de la part d'Antoine ou de Théo sur un sujet. Euh, mais maintenant, voilà, on va commencer par la question d'Emeric. Petite question sur Westbrook, que je n'ai jamais trop aimé par ailleurs. Je ne comprends pas qu'après sa bonne saison aux Nuggets et son faible prix, aucune équipe ne veuille le signer. Certes, il a de grosses limites, mais quand même, on parle d'un gars qui a encore fait plusieurs triples-doubles l'an passé et qui reste un energizer très valuable en second unit, au moins pour la rotation de saison régulière. Avez-vous une explication? Alors, en ce qui concerne Russell Westbrook, ma première réaction à ta question, c'est est-ce qu'on est sûr que personne ne veut de lui? Est-ce que si il n'a pas encore signé, ce serait pas parce que tout simplement c'est un choix, il arrive à un âge et un stade de sa carrière où il a une marge de manœuvre par rapport aux décisions qu'il doit prendre. Elles sont importantes, les décisions à ce stade de sa carrière. Tout le monde est, je pense, d'accord pour dire qu'il n'a pas fait une mauvaise saison, qu'il a été utile, comme tu l'as dit. Au-delà des triples-doubles qui sont des statistiques, je trouve qu'il a quand même eu un vrai impact intéressant sur le terrain. Ça reste Westbrook, la Westbrook expérience, que ce soit à 22 ou à 36 ans, il y a toujours des séquences qui parfois peuvent un peu interloquer, mais je pense qu'il a fait une bonne saison et qu'il a montré qu'il avait encore sa place en NBA ou une place en NBA. Et je me demande si c'est pas plutôt lui qui temporise et qui attend de voir quel est le meilleur projet. Il n'a pas besoin de se précipiter, on est toujours dans l'intersaison, la saison n'est pas prête de redémarrer. Est-ce qu'il attend pas ça plutôt? Je n'imagine pas la ligue et des équipes ambitieuses, des contenders ou des équipes qui recherchent un vétéran pour aider, pour encadrer le vestiaire, ne pas se dire que Westbrook serait une bonne idée. Donc, à mon avis, il a des discussions, il a peut-être même des propositions, mais il attend de voir peut-être les derniers recrutements. Il y a un ou deux dossiers qui sont encore sur le feu et qui peuvent peut-être changer son appréciation de la situation et des offres qui lui sont faites. Ça peut très bien être Denver à nouveau. Ça peut être une autre équipe peut-être par laquelle il est déjà passé, je ne sais pas. Si toutefois je me place du point de vue du tien, où tu penses que les équipes ne se bousculent pas pour le recruter, s'il y a une raison qu'on peut imaginer, ça peut être le fait que ce soit Russell Westbrook et que dans un vestiaire, c'est pas anodin. Médiatiquement, il y a une présence qui pousse, qui met de l'attention et de la lumière sur l'équipe, on sait que c'est un joueur aussi très critiqué, que ce soit par les fans ou parfois par les médias. Peut-être que s'il y a des équipes qui hésitent, c'est à cause de ça. Pas à cause de son caractère ou de sa personnalité, parce que tout le monde s'accorde à dire que c'est quelqu'un d'extraordinaire dans le vestiaire. Il est apprécié par tous ceux qui l'ont côtoyé. Même dans les équipes où ça s'est pas très bien passé collectivement, je pense aux Lakers, je crois pas avoir entendu quelqu'un dire du mal de Russell Westbrook quasiment depuis le début de sa carrière, à part médiatiquement, ou même moi, tu disais que toi, c'est pas un joueur que tu portes beaucoup dans ton cœur. C'est un joueur avec lequel j'ai eu un peu de mal aussi, tout en reconnaissant qu'il est fantastique et qu'il n'y en a pas deux comme lui. Mais du point de vue des joueurs, des dirigeants, des coachs, je veux dire, je pense qu'il fait l'unanimité et à mon avis, on le reverra. Je l'imagine pas mettre fin à sa carrière ou être obligé d'aller dans un championnat étranger, ce qui peut s'entendre aussi, c'est un autre choix de carrière, mais je pense qu'on reverra Russell Westbrook dans la saison prochaine en NBA. Question de Flying Flow, ensuite elle concerne l'équipe de France. Alors que Rudy Gobert et Victor Wembanyama ont renoncé à l'Eurobasket avec l'équipe de France cet été, quels seraient vos 5 intérieurs pour le roster final parmi les présélectionnés de Fred Photoux? Alors pour rappel, donc Flo nous rappelle que dans la présélection, il y a Ousmane Dieng, bien que listé comme extérieur, donc capable de jouer sur les postes intérieurs, Gershon Yabusele, Jalen Horde, Yohan Makoundou, Moussa Diabaté, Alex Sarr, Vincent Poirier et Mohamedou Djaïté. Eh bien, à la lecture de ton choix, Flo, parce que son choix, il nous indique que son choix porterait sur Yabusele, Horde, Poirier, Diabaté et Sarr, je pense que j'aurais le même que toi. C'est vraiment c'est presque de l'affect pour certains. Et en même temps, j'ai l'impression que ces cinq-là pourraient être complémentaires, apporter des choses différentes. Je veux dire, la question ne se pose même pas pour Gershon Yabusele, qui est devenu un cadre, quasiment une star de l'équipe de France, qui est un joueur, l'un des meilleurs d'Europe à son poste, maintenant un très bon joueur NBA.
Euh, pour l'expérience, après si on prend parmi les plus expérimentés, Vincent Poirier, dont j'ai moins suivi la carrière en Europe depuis un an ou deux, mais qui reste un joueur éminemment expérimenté avec plein de qualités à l'intérieur. Et ensuite, il y a mes deux coups de cœur, des joueurs que j'aime beaucoup. Moussa Diabaté, si vous suivez le CQFR tous les matins, vous savez à quel point j'aime rappeler l'impact qu'il a eu à Charlotte, et même déjà à l'époque des Clippers, hein, sur un faible temps de jeu. J'aimerais vraiment le voir avoir sa chance en équipe de France, moins pour une compétition, même si c'est pas dans un rôle de titulaire évidemment, mais j'aimerais le voir avoir des opportunités. Jalen Horde, pour moi, c'est indispensable. Là aussi, c'est de l'affect. C'est un joueur que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup. Et lui aussi, j'attendais qu'il ait sa chance. Et sa polyvalence, toutes ses qualités font que je pense que ce sera un très très bon apport pour l'équipe de France pour l'Euro. Il a été excellent depuis qu'il joue en Israël. Il est excellent. Je serais déçu qu'il ne fasse pas partie de la sélection. Et il reste ensuite Alexar, donc dans les 5 que j'aurais aussi sélectionné comme toi, Flo, pour qu'ils prennent la température aussi en compétition internationale. Pour le voir, on a déjà vu les qualités qu'il pouvait avoir du côté de Washington. Je pense que ce serait intéressant d'essayer de le mettre un peu dans le bain aussi. Pareil, pas forcément sur un gros temps de jeu, mais avec des opportunités de se montrer. Ça ferait un secteur intérieur assez jeune en dehors de Vincent Poirier et de Gershon Yabusele, mais je trouverais ça plutôt prometteur, et on aurait une équipe assez compétitive. Bon, je ne parle pas des autres secteurs, mais sur le secteur intérieur en tout cas, serait assez intéressant. Question de Frédéric ensuite. Frédéric nous dit Dominique Malonga effectue ses débuts avec Seattle cette saison avec un temps de jeu que je trouve assez limité, moins de 10 minutes en moyenne, y compris contre des équipes faibles, et surtout très fluctuant. Ça donne l'impression d'un décalage entre son choix en deuxième position à la draft et la considération du staff. Et pourtant, il me semble que Dominique produit sur ce temps misérable 5 points à 50% avec 3 rebonds et demi et une passe décisive. Le seul bémol semblerait être les pertes de balles et peu de contres. Je n'arrive donc pas à analyser si ces débuts sont encourageants, frustrants ou simplement conformes pour une rookie de son rang. D'où mes questions, quel bilan tirez-vous à ce stade des débuts de Dominique Malonga? Comprenez-vous son temps de jeu et son utilisation? Pensez-vous que son rôle sera plus prédominant avec son retour en Europe au Fenerbahçe? Il y a plein de questions là-dedans, assez intéressantes. Je vais déjà commencer par dire que je ne suis pas surpris par son temps de jeu. J'avais dit que je pensais qu'avec les autres joueuses qu'il y a dans le secteur intérieur à Seattle, des joueuses expérimentées qui ont besoin, enfin, qui ont besoin d'avoir leur minute, hein, une question de statut et d'expérience. Je m'attendais à ce que Dominique n'ait pas un temps de jeu gigantesque. Euh, Par contre, c'est vrai que je me dis que parfois c'est dommage qu'elle n'en ait pas plus dans certaines situations, surtout que les titulaires commencent à tirer la langue du côté du Storm, hein. J'en avais un peu parlé dans un CQFR matinal avec Antoine. Donc pour répondre comme ça aux questions une à une, le bilan, je trouve qu'il est positif parce que dans tous les cas, faire une saison pleine en WNBA dans un effectif qui est quand même ambitieux, elle est avec Gabby Williams, elle est avec d'autres joueuses ultra référencées, Neka Ogumike, Skylar Diggins-Smith, c'est ultra précieux dans tous les cas, même si c'est la première saison. Je pense que ça, là-dessus, le bilan est extrêmement positif. Quand elle a joué, certes, parfois ça pouvait être sur du garbage time et pas contre des 5 de départ. Enfin, on peut nuancer ses prestations, je l'ai fait moi-même. Je veux dire, à chaque fois qu'elle a joué, je trouve qu'elle a plutôt répondu positivement, qu'on a vu ce qu'elle était capable de faire. Elle a fait un double-double. Parfois, elle arrive à mettre beaucoup de points en peu de temps. Donc là-dessus, c'est positif. Est-ce que je comprends son temps de jeu et son utilisation? Oui et non. Euh, Il y a plein de questions sur le coaching staff de Seattle. Là aussi, j'en ai déjà parlé, mais où je trouve que Noël Quinn n'a jamais vraiment réussi à bien utiliser, à bien développer les jeunes joueuses qu'elle a eues. Peut-être que je trouve que Dominique, ça fait aussi partie de ces cas de figure. Je comprends qu'elle n'ait pas un énorme temps de jeu. Je veux dire, le fait d'être numéro 2 de draft ne veut pas dire que tu vas forcément être à 30 minutes par match. Donc je comprends qu'elle n'ait pas le temps de jeu d'une titulaire. Par contre, je pense qu'elle aurait pu et elle pourrait avoir un peu plus de minutes et dans une utilisation différente pour justement l'aider à progresser, à mieux apprendre le jeu WNBA. Et puis en même temps, pour qu'on voit aussi les qualités qu'elle a déjà, et elles sont réelles. Il y a, oui, peu de contre, mais ça, c'est pas non plus une problématique importante, je pense. Les pertes de balles, bah, c'est logique, il faut avoir du temps de jeu, il faut perdre des ballons, il faut faire des erreurs pour progresser. Et voilà, je pense que
surtout s'il y a changement de staff à Seattle la saison prochaine, il y aura peut-être d'autres opportunités pour Dominique et c'est pas grave. Et le rôle plus prédominant à l'avenir que tu évoques, au Fenerbahçe, ça changera pas. Je veux dire, elle a une belle cote en Europe et le Fenerbahçe lui donnera un peu de temps de jeu aussi. Il y aura du monde aussi, hein, quand même, en Turquie. C'est une équipe qui va ressembler à une super team. Donc il y aura des opportunités, mais pas forcément un gigantesque temps de jeu non plus. Mais je pense qu'avec un peu plus d'expérience au haut niveau en Europe, ce qu'elle n'a pas encore connu, il faut le dire, au très haut niveau en tout cas, parce qu'elle a joué avec Lasvel, avec Tarbes aussi. Peut-être que ça l'aidera à changer de statut aussi en WNBA ou en tout cas avoir un petit peu plus de temps de jeu. Question de Paul ensuite. J'entends Antoine dire dans le CQFR du vendredi 25 juillet que LeBron n'est plus top 10 de la ligue et que Kevin Durant, par exemple, est devant. Qu'en pensent les autres membres de l'équipe Rivers, où se situe précisément LBJ à bientôt 41 ans? Je trouve que c'est un casse-tête gigantesque de classer LeBron, moi, en 2025. C'est, je le répète, un extraterrestre. Jouer à ce niveau-là, avoir cette condition physique-là, cette fiabilité, ces qualités athlétiques à bientôt 41 ans, ça casse tous les codes de réflexion pour essayer de le placer dans un hypothétique classement, je trouve. Ensuite, la question à la base qu'Antoine me demandait, c'était pendant ce CQFR, c'était est-ce que tu le prends devant, est-ce que tu le mets devant Kevin Durant? Et c'est extrêmement difficile d'y répondre, je trouve. Parce que LeBron continue d'être ultra influent et même totalement prépondérant à son âge aux Lakers. Je pense que KD le sera encore aux Rockets. Il était plus ou moins à Phoenix, mais c'était tellement, c'était tellement le marasme là-bas que j'ai du mal à. Même pour KD, j'ai du mal à le situer parce que on a l'impression que les deux, dans un certain contexte, ils seraient encore top 10 assurément, voire même mieux, peut-être à certains moments. Et dans d'autres, est-ce qu'ils peuvent encore être les premières options d'une équipe? Je suis pas certain. Donc les deux déjà, individuellement les classer dans un top, c'est très compliqué, je trouve. Et après, l'un par rapport à l'autre, euh, je pense qu'on aura la réponse cette année, mais en tout cas, je pense ils seraient peut-être au coude à coude dans un classement hypothétique que je ferais. Ils seraient pas loin avec un impact différent, une influence différente. Mais s'il est pas top 10, LeBron, je pense qu'il en est quand même pas très loin. Je pense qu'il en est pas loin. Ce serait aberrant de dire non, non, il est 26e, 30e. Et Kevin Durant non plus n'en est pas très loin. Donc peut-être élargissons et je pense qu'ils sont assurément dans un top 20, peut-être top 15. Et c'est déjà incroyable, tous les deux à leur âge, et encore plus LeBron à 41 ans. Paul avait une deuxième question, autre question qui concerne le load management. Selon vous, cette saison, Nikola Jokic va-t-il un peu moins jouer, de l'ordre de 3 à 4 minutes en moins par match? Pourriez-vous expliquer l'impact sur les corps que peuvent avoir ces 3 minutes en moins? Ça paraît tellement ridicule, 3 minutes en moins. Alors, c'est pas ridicule parce que si c'est 3 minutes à chaque match, tu multiplies ça par 82. Alors il y aura des matchs en particulier où il va jouer peut-être quasiment l'intégralité, mais d'autres où ils peuvent se permettre de l'économiser. Au final, les études prouvent plus ou moins que c'est important. Si tu fais 3 fois 82, tu te retrouves avec un temps qui est plus important. Et puis même pour éviter les blessures, parfois on sait qu'il y a des joueurs qui sont restés tard dans des matchs et qui à un niveau d'intensité en plus sur les fins de match, parfois l'intensité est plus élevée, donc tu prends plus de risques avec ton corps. Donc je pense que c'est tout bêtement ça qui justifie qu'un joueur comme Jokic, par exemple, ait un petit peu moins de temps de jeu. Et je pense que ça a vraiment un impact, sinon les équipes le feraient pas, en fait. Sinon, elles se diraient, ouais, s'il n'y a pas d'impact, autant qu'on force et qu'on le fasse jouer à fond. Ça peut jouer sur des petites blessures, ça peut jouer sur le mental aussi, si un joueur arrive fatigué, un peu plus ouais, un peu plus amoché à certains moments. Peut-être que parfois certaines économies en termes de temps de jeu peuvent aider à éviter cette fatigue et cet épuisement qu'on ressent parfois chez certains joueurs pendant les playoffs et en fin de saison. Question de Roland, aussi sur la forme physique quelque part. Je lis partout, je n'ai pas été regarder les photos, que Luka Doncic est dans la forme de sa vie cet été. Sous-entendu, fit et moins gras, et ouvrez les guillemets, on n'est pas prêt. Qui nous dit vraiment que perdre du poids, dans son cas de figure il n'est pas en surpoids quand même, va vraiment le rendre plus fort? En musculation, on parle de kilo magique, c'est-à-dire le poids en dessous duquel vos charges et performances baissent parce que vous avez trop perdu en poids, donc en gras, et gras égale énergie. On est moins bon et le risque de blessure est accru, on est plus fragile, etc. Esthétiquement, c'est peut-être mieux, mais niveau performance, pas du tout. Peut-être que Luka Doncic est performant parce qu'il est un peu gras et que maigrir n'est pas une si bonne idée. Au-delà de sa forme physique, cela peut changer son jeu. Maigrir serait une bonne idée pour un Oliver Miller à son époque et pour un Zion aussi, mais pour Doncic, je n'en suis pas sûr. Qu'en pensez-vous?
Euh, Ce que j'en pense, c'est qu'il y a effectivement certains joueurs qui peuvent s'appuyer sur une forme de, sur leur corpulence parfois pour faire des différences, hein. Sur le plan physique, du poids, ça reste du poids. Mais c'est quand même généralement convenu que plus tu es en bonne forme physique, que ce soit des muscles gagnés ou du poids en moins, tu tires moins sur tes articulations, tu leur fais courir moins de risques, tu es plus capable de répéter les efforts. Alors là, on parle d'efforts à très très haut niveau. Donc même si Lucas, notamment parce que c'est encore un joueur relativement jeune, a jamais vraiment eu d'énormes blessures où on s'est dit ah c'est son poids qui fait qu'il est blessé. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que son poids est un problème et que ça l'a peut-être empêché de gagner un titre. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Dans son cas, ça peut lui permettre d'être, ouais, pour la répétition des efforts, éviter les petites blessures. C'est peut-être aussi de la prévention, tout simplement, et aussi de la résistance au contact. C'est un joueur qui provoque beaucoup de fautes, donc a besoin d'être au contact. Et je pense que c'est pas un. Je veux dire, si c'est perdre quelques kilos et se renforcer musculairement, c'est jamais mauvais. Ce qui est dangereux, c'est soit la prise de poids et de muscle trop importante trop rapidement, ou la perte de poids trop, trop, trop importante. Là, on ne sait pas exactement combien de poids il a perdu. Ça peut juste être de la musculation, ça peut être quelques kilos. Moi, j'étais pas scandalisé par son poids, j'ai toujours eu l'impression qu'il pouvait gagner dans ces circonstances-là, et tu l'as très bien dit, il est pas, on parle pas d'un joueur obèse, on parle de double maître qui en plus de près, il faut se rendre compte que c'est parfois la perception télévisuelle est un peu faussée. On a toujours eu l'impression que Jokic, par exemple, avait du poids en trop, tout ça. Alors oui, c'est pas un athlète dans le sens basketteur ultra musclé et tout, mais de près, les joueurs font quand même. Alors, ils font très très grand, mais ils font peut-être aussi moins, je trouve, moins imposants ou moins gros, pour reprendre le terme, qu'à la télé. Donc, je pense que Luca, dans tous les cas, il avait ce challenge et cette envie d'être en excellente forme et que ça passait peut-être par ça, être dans la forme de sa vie, avec de la musculation, avec une petite perte de poids. Et le poids qu'il a maintenant, c'est peut-être pas non plus le poids et la forme qu'il a maintenant, c'est peut-être pas celle qu'il aura à la reprise de la saison, ça on sait pas. Il a un Eurobasket à disputer, peut-être qu'il voulait aussi être en forme pour réussir à enchaîner Eurobasket et saison NBA, donc je pense pas que c'est une mauvaise idée en tout cas. Je pense qu'il avait cette envie-là, ce besoin. Il en a peut-être aussi marre d'entendre peut-être une réponse à Nico Harrison aussi, hein, sur l'hygiène de vie et tout ça. Je pense que faut plutôt regarder de ce côté-là. En tout cas, ça m'inquiète pas et je pense que je répète ce qu'on a dit avec Antoine il y a quelques jours. À cet instant, je ne serais pas surpris que sur ma feuille de pronostic, Luka Doncic finisse par être le MVP que je choisisse dans quelques semaines. Question de luxe ensuite. Lux nous demande si vous pouviez organiser un dîner avec trois basketteurs morts ou vivants, qui choisiriez-vous et dans quel type de resto vous les emmèneriez? J'aurais évidemment dû réfléchir à la question, à la réponse au moment où j'ai sélectionné ta question, mais je vais le faire en direct, c'est pas grave. Euh, je suis assez certain de vouloir Bill Russell, je pense, parmi les, même si donc il est décédé, ça fait 2 ans là, je crois, jour pour jour quasiment. Bah, pour tout ce qu'il a vécu, je veux dire, toutes les périodes qu'il a traversées au niveau société, au niveau basket. Il y a des récits assez dingues, de toute façon, dans ce qu'il a écrit, dans les documentaires qui ont été faits pour lui. On avait rediscuté de Bill Russell avec Marvin dans un podcast il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques semaines, quand il avait été à Boston et qu'il avait pu à donner un MOOC Boston à la fille de Bill Russell, Karen. Et puis la personnalité de Bill Russell, honnêtement, je pense que ça devait être, au-delà du côté très sérieux de ce qu'il a raconté, il avait une personnalité tellement radieuse, ce rire hyper contagieux, hyper, hyper touchant en même temps. Je pense que je prendrais Bill Russell parce que c'est le plus grand dans le sens, il y a le palmarès évidemment, mais dans tout ce qu'il a traversé et le côté pionnier, je pense que c'est un joueur vraiment à part. J'aurais aimé pouvoir parler, discuter basket avec lui et même pas que basket. Je pense que c'était une personnalité hors du commun. Et ensuite, je vais tricher un peu avec ta question. Je vais mettre des basketteuses. Je connais voilà, mon affection pour la WNBA et les joueuses en général. Je pense que Sue Bird, c'est peut-être la personnalité qui m'a l'air à la fois la plus accessible et en même temps, je serais totalement starstruck parce que j'ai jamais eu la chance de la voir, de la croiser, de parler avec elle. Voilà, j'adore sa personnalité, j'adore la joueuse que c'était. Elle a une faculté à parler de basket à la fois en termes très précis et pointus tactiquement, et en même temps avec des histoires de manière très très détendue. J'inclurais Megan Rapinoe, son épouse, dans le dîner parce que
bah, étant fan de foot, j'aurais plein de choses à raconter aussi. C'est deux personnalités à la fois très différentes et très très, enfin, je pense géniales à côtoyer. Donc je mettrais Sue Bird et ensuite une autre fille, je mettrais Candace Parker. Alors j'ai pas eu la chance d'aller au resto avec, mais j'ai eu la chance de pouvoir parler plusieurs fois avec et c'est pareil, c'est une entité quasiment. Je dirais, elle connaît tellement incroyablement bien le basket. C'était, c'était maintenant, parce qu'elle est à la retraite, mais une joueuse fabuleuse. Et puis pareil, une femme incroyable avec plein d'autres centres d'intérêt et de choses à raconter, d'intérêt pour des choses très sérieuses, des choses plus futiles. Enfin, c'est voilà, j'aimerais avoir ces trois-là dans un resto. Après, n'importe quel joueur NBA, je pense que ce serait génial, hein. C'est pas parce que je mets pas un LeBron, que je mets pas quelqu'un comme ça que ce serait pas génial de discuter avec. Mais voilà, je pense que ces trois-là, ce serait particulier. Ouais. Question de Guillaume ensuite. Est-ce que le Jazz n'aurait pas dû continuer son run avec Rudy Gobert jusqu'à ses 34-35 ans, comme les Grizzlies l'ont fait avec Marc Gasol? Rudy était dans son prime et heureux à Salt Lake City. L'équipe de 2022 était intéressante, avec Conley, Alexander Walker, O'Neal, Markkanen et Gobert, avec un banc Agbaji, Bogdanovic, Clarkson, Sexton, Ingles, nous dit Guillaume, qui est un fan du Jazz toujours en colère 3 ans après. Guillaume, toi, tu n'aurais pas tradé Rudy Gobert, tu n'aurais pas cassé, parce que c'est de ça qu'il s'agit quand même, c'était pas juste Rudy, hein, c'était casser le tandem avec Donovan Mitchell et reconstruire l'équipe quasiment de zéro. Le projet est toujours en cours. Moi, je pense pas qu'ils auraient dû continuer. Je pense que la décision s'entend. Ils ont vu que ça, en saison régulière, ça marchait bien. Ils ont vu que la relation Rudy-Donovan Mitchell, même s'ils sont pas brouillés, hein, mais ça fonctionnait peut-être plus si bien que ça, sportivement et en dehors. Et je suis pas choqué, non. Et déjà, c'est très bien pour Rudy parce qu'il est passé plus près de finale NBA qu'avec le Jazz. Et pour le Jazz, bah, ça permettait de repartir de zéro. Alors, ils n'ont toujours pas le joueur qu'ils espèrent, je pense, pour faire passer un cap au projet, mais ils ont de la marge, ils ont du temps, ils ont un jeune coach plutôt bon. Je pense que ça s'entend. Alors, ouais, ça aurait été intéressant peut-être de voir. Qu'est-ce que ça aurait donné s'ils avaient laissé un an ou deux de plus au projet? C'est ça la question. En tant que fan du Jazz, j'imagine forcément qu'avec Rudy, t'aurais eu envie que Rudy reste, mais non, je pense que peut-être c'était nécessaire. Il y a un moment, autant parfois c'est bien qu'il y ait de la patience, c'est bien de prendre le temps. Au bout d'un moment, quand les choses ne marchent plus, il faut aussi essayer de réussir à tourner la page et passer à autre chose, je pense. Question d'Antoine. Vous employez souvent dans vos émissions les termes de superstar, star, all-star, border all-star pour définir un joueur. Pourriez-vous me donner votre définition des termes précédents et dire dans quelle case vous rangez les joueurs suivants? J'avoue ne pas savoir si on parle de niveau ou de popularité. Quand Théo nous dit qu'il n'y a que 3 ou 4 superstars, qui sont-elles? Euh, Après, il y a une liste. Alors, je vais juste revenir déjà sur le. Est-ce qu'on parle de niveau ou de popularité? Je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire qu'une superstar, si je dois essayer de définir ce terme-là, superstar, c'est dont le niveau est incontestablement celui d'un des meilleurs joueurs de la ligue, mais qui a aussi une forme d'aura à côté, de popularité, qui est l'un des plus médiatisés. Enfin, il y a un peu de ce truc-là, le superstar, c'est ça. Donc, moi, il n'y a pas que le niveau. Star, ça peut être un joueur qui est MVP, mais qui est pas encore, mais qui n'a pas la reconnaissance médiatique ouais, ou populaire, que sais-je. c'est c'est comme ça que je définirais ça. All-Star, je pense que ça parle de. C'est un mot qui parle de lui-même, hein. All-Star ou aspirant All-Star, c'est un joueur dont le niveau n'est pas celui peut-être d'un franchise player, mais ça peut l'être, hein, mais qui est incontestablement l'un des meilleurs de la ligue, l'un des 15-20 meilleurs de la ligue, je pense. Et borderline All-Star, euh, bah, c'est quelqu'un qui est souvent dont le niveau est ascendant et qui se rapproche du niveau All-Star, ou alors ça peut être aussi un vétéran qui a toujours été super utile, mais jamais assez bon ou médiatisé pour être All-Star, type Aaron Gordon par exemple, ou voilà, un joueur comme ça. Voilà, comme ça, grossièrement et rapidement, sans trop y réfléchir, je définirai les termes, Antoine. Et ensuite, pour les joueurs en question, donc je vais vous lire la liste, et puis je vais essayer de répondre joueur par joueur, si tu veux. Alors, Shai Gilgeous-Alexander, c'est une star incontestable, c'est un MVP. Maintenant, il est dans le top des MVP, à chaque fois dans le classement du MVP depuis plusieurs saisons. Euh, Est-ce qu'il a atteint le rang de superstar? Avec le titre de MVP des finales, j'ai envie de dire que oui, quand même. Euh, Après, il y a des degrés dans
le superstardom, hein, c'est pas LeBron James, on est d'accord, c'est pas Steph Curry, mais il est quand même pas loin. Alors, avant de voir la liste, je vais regarder le reste de la liste avant de répondre, mais il est presque borderline superstar. Je vais tricher et créer une autre catégorie. Kevin Durant, Kevin Durant, c'est une superstar parce que ça a été l'un des cracks de la ligue, c'est l'un des cracks de la ligue depuis 20 ans, 15 ans, et il a été numéro un de quasiment toutes ses équipes, il a été MVP des finales plusieurs fois, il y a le rayonnement médiatique, quoi que fasse Kevin Durant, c'est relayé, relaté, c'est une superstar. Victor Wembanyama, Victor Wembanyama, All-Star évidemment, peut-être star déjà, parce que de par son profil et le côté exceptionnel de son jeu, de sa panoplie, ouais, je pense que c'est une star. On le voit médiatiquement, tout le monde est fasciné par Victor, que ce soit les Américains, les Français. Il est même pas si loin que ça d'être superstar, mais on va y aller gentiment. En termes de popularité, je pense que tout le monde sait qui est Victor Wembanyama, donc en ça, c'est une superstar. En termes de production sportive, pour l'instant, c'est une star, et c'est déjà très très bien. Jamorant. Jamorant. Jamorant, je pense que c'est une star, Jamorant. En tout cas, avant les incidents qu'il y a eu, il était vraiment sur le chemin et l'ascension vers le statut de star. Il était All-Star incontesté. Son objectif, c'était d'être MVP. Il incarne la franchise. Je pense que c'est une star. C'est aussi un modèle pour plein de jeunes. Enfin, il y a plein de jeunes qui l'adorent. Je pense que Jamorant est une star et même si peut-être que cette perception-là a changé pour certaines personnes après les incidents, je pense que Jamorant est une star. Jalen Brunson ensuite. Jalen Brunson, star. Il change de catégorie tous les ans, Jalen Brunson. Hein. Il était border All-Star, All-Star, star. Le rayonnement de New York, la médiatisation de New York font qu'il est, je pense, aussi borderline superstar maintenant. Pas non plus dans la catégorie de Steph, LeBron, Jokic. Il est quand même pas loin, quoi. Je veux dire, c'est ce qu'il arrive à faire à New York, à enchaîner les choses, à enchaîner les belles saisons. Il n'est pas très loin de la médiatisation d'une superstar ou du rayonnement d'une superstar, mais je pense que c'est encore que une star, parce que le grand public, euh, c'est simple, demandez juste aux gens que vous connaissez, qui sont juste à vos potes, qui sont juste des fans occasionnels de basket ou même très très occasionnels, et vous voyez s'ils connaissent Bronson ou à quel point ils le connaissent. Je pense que pour l'instant, c'est une star. Il peut être borderline superstar aussi. La Melo Ball. Ah, la Melo Ball star pour les sneakers, peut-être pour les réseaux sociaux, pour la jeune génération, c'est une star, hein, tout le monde le connaît, il a un jeu flashy, mais pour moi, c'est que un All-Star pour l'instant. Il l'a été. Euh, il a le rayonnement d'une star, voilà, mais pas encore les accomplissements, je trouve. Donc je le mettrai pas plus haut que All-Star. Jamal Murray. Jamal Murray, c'est un All-Star qui l'a jamais été, donc est-ce qu'on le met en borderline All-Star ou en All-Star? Il y a ce niveau qu'il arrive à atteindre en playoff, qu'il a déjà atteint en playoff l'année du titre. Moi, je vais mettre All-Star, parce que je pense que dans d'autres circonstances, s'il n'y avait pas eu un peu de poisse, il serait All-Star. Donc c'est un joueur de niveau et de calibre All-Star dans tous les cas. Je le mettrai pas en star ou en superstar, mais All-Star. J'ai dit beaucoup de fois le mot star là dans cette réponse, je vais essayer de doser un peu mieux. Franz Wagner. Franz Wagner, je pense que c'est assez simple aussi. Franz Wagner, c'est un All-Star. C'est un All-Star, alors c'est un All-Star qui a encore des choses à prouver, notamment sa place et dans la ligue et au sein du Magic, mais je pense qu'il a dépassé le stade de Borderland All-Star, le fait qu'il... enfin, en tout cas, c'est un joueur de ce calibre-là. Voilà. Plutôt que la simple sélection All-Star Game, je vais mettre de calibre et de niveau. Donc Franz Wagner est là-dedans. Ensuite, on a Jalen Williams, qui vient de fêter son titre avec OKC. Jalen Williams, je crois pas que ce soit encore une star, Jalen Williams. Pour le grand public, il n'est pas encore très très connu et reconnu. Donc c'est un All-Star, il est entre les deux, je pense, parce que son niveau, on a vu à quel point il a été fondamental pour le Thunder en finale. Donc je vais me limiter à All-Star pour l'instant, parce que j'inclus le rayonnement médiatique que j'expliquais. Et enfin, le dernier, Joel Embiid. Joel Embiid, je pense que Joel Embiid, c'est une superstar. Joel Embiid, c'est une superstar. C'est un MVP d'il n'y a pas longtemps. C'est un joueur qui est, quand il est apte, est tout le temps classé dans les meilleurs joueurs de la ligue. Il y a le rayonnement médiatique parce que c'est un joueur qui fait parler, qui est clivant, mais qui fait beaucoup parler. C'est aussi ça, je pense, qui est le propre de certaines superstars. Je parlais de KD. Euh, je pense qu'Embiid, c'est une superstar. Même si aujourd'hui sa carrière s'arrêtait, ça resterait un joueur extrêmement marquant de sa génération et
qui a acquis ce statut quand même. On peut pas, je pense qu'on ne peut pas en dire autrement. Voilà pour la liste. On passe à une question de Lucille qui nous dit: J'ai plusieurs questions se portant sur votre consommation de contenu basket. Pour ma part, pour m'informer lors de la saison NBA, je combine tous vos podcasts et CQFR avec NBA Extra, les articles de Trash Talk et les interviews de joueurs de First Team. Donc en tant que journaliste basket, quel est votre rapport avec les autres médias basket français et quels sont ceux que vous consommez? Bien que les opinions et les formats divergent, il est vrai que les sujets abordés par les médias basket sont souvent similaires puisqu'ils traitent de l'actualité. J'ai l'impression qu'il y a plutôt du soutien entre les différents médias, mais avez-vous déjà ressenti une forme de concurrence? Alors déjà, je trouve ça très bien de varier les contenus, d'écouter tout ce qui se fait à droite à gauche. Euh, je veux dire, c'est quand même, on a une chance assez incroyable en France d'avoir une telle offre. Je ne crois pas que ce soit le cas dans beaucoup d'autres pays. Il y a les États-Unis évidemment, mais pour tout ce qui est non américain, avec tous les médias que tu as cités là, plus tous ceux qui existent, qui sont parfois des médias officiels, parfois juste des passionnés qui parlent de basket dans des podcasts, sur des sites collaboratifs. Enfin, il y a tellement de choses que je trouve ça génial. Personnellement, j'ai moins le temps qu'avant d'aller regarder tout ce qui se fait à droite à gauche, d'aller voir toutes les vidéos de Trash Talk, de First Team, d'autres camarades du milieu basket français. Mais quand j'ai le temps, j'essaie vraiment de le faire et même quand je les vois pas et que je les regarde pas, je sais que c'est un travail de qualité. Je sais qu'il y a chacun à sa touche. Il y a un peu plus d'humour par-ci, un peu plus d'analyse par-ci, par-là, mais je veux dire, tout le monde y trouve son compte et je trouve ça assez incroyable et c'est une vraie chance. Donc oui, moi je sens pas ce qu'on appelle la concurrence. Évidemment qu'on aimerait tous avoir l'audience de tel ou tel média ou la communauté de tel ou tel média. Je veux dire, en soi, c'est logique, on aimerait tous faire mieux, avoir le plus de monde possible, mais je, je t'avoue qu'on ne regarde pas les chiffres des uns et des autres, où on sait que chacun a son public. Parfois, on a des gens, même dans les commentaires, vous nous le dites: ah bah tiens, un tel a dit ça, Erwan a dit ça chez First Team, Bastien a dit ça chez Trash Talk, qu'est-ce que vous pensez de ça? On sait que vous allez voir les différents médias et c'est super, en fait. Il n'y a pas à dire moi je suis de la team machin, je suis du camp machin. Chacun écoute ce qu'il veut et comme il veut. Et effectivement, il y a plutôt une bonne entente. Alors, on n'a pas énormément d'occasions de se voir et de se fréquenter, mais à chaque fois que c'est le cas, ça se passe toujours très bien et c'est des gens super. Donc voilà, c'est une réponse qui peut sembler diplomatique, mais c'est vrai, il n'y a pas l'impression qu'il y ait une bataille féroce pour dénicher l'audience des uns ou des autres. Je pense que tout le monde est très complémentaire aussi, de par les personnalités, les styles et tout ça. Et à nouveau, c'est vraiment une chance géniale. Et effectivement, j'ai pas parlé d'NB Extra aussi, mais on a de la chance que Bean soit un diffuseur vraiment de grande qualité. L'équipe d'NB Extra qui a quasiment pas changé depuis tout ce temps, avec des gens aussi formidables. Je cite souvent Rémi, qui est quelqu'un de Rémi Reverchon, qui est quelqu'un de génial. Jacques, avec lequel on collabore souvent pour le MOOC. Enfin, toute l'équipe d'NB Extra et de Bean, c'est des gens formidables. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question, mais effectivement, je peux que vous conseiller de alors, continuer d'aller sur Basket Session Reverse, d'écouter nos podcasts. C'est évidemment très cool pour nous. Continuez de vous abonner si vous ne l'êtes pas, mais évidemment, allez voir tout ce qui se dit et ce qui se fait ailleurs. Les sujets sont pas toujours les mêmes d'ailleurs, la manière de les traiter non plus. Donc voilà, Lucille continue de varier les plaisirs. Bob the Blond nous demande c'est un tu préfères. Tu préfères que ton enfant perce dans le basket, soit drafté en NBA, te mette à l'abri, mais soit plus arrogant et antipathique qu'autre chose, ou tu préfères que ton enfant soit une pive avec aucun toucher ni aptitude physique particulière, n'ait aucune chance de percer, mais devienne un coach inspirant et proche des jeunes qui transmettent sa passion du basket avec dévouement et avec lequel tu t'entends très bien. Je vois pas à quoi répondre d'autre que la deuxième, hein. Évidemment que je préfère ça. Après, peut-être que des parents veulent absolument vivre leur rêve par procuration via leur enfant, ceux qui ont eu des carrières contrariées ou n'ont pas pu percer. Peut-être qu'il y en a, hein, mais non, mais c'est obligé de répondre la deuxième. Moi, j'ai deux filles. Je m'en contrefous si elles détestent, si elles aiment pas le basket ou si elles deviennent pas des stars dans leur domaine. Enfin, je veux dire, surtout si ça devient des êtres humains très très appréciables, respectables, qui sont des coachs inspirants, comme tu l'as dit dedans, transmettre leur passion, etc. C'est le plus important. Enfin, évidemment que c'est cool d'avoir des points communs avec, je pense, avec des enfants, des passions communes sur lesquelles se retrouver de temps en temps, mais est-ce que c'est si grave que ça? Tu peux aussi t'intéresser aux siennes et essayer un peu de l'ouvrir aux tiennes. Voilà, ça peut être, c'est le plus important, je pense. Donc non, je préférerais, oui, que mon
mon enfant n'a aucune aptitude particulière pour le basket, ni chance de percer. Ma fille aînée n'a pas l'air partie sur cette voie-là. Elle a énormément d'autres qualités et ce sera déjà fantastique. Après, si la deuxième qui vient de naître veut être une superstar de WNBA, je l'empêcherai pas et je l'encouragerai évidemment, mais non, c'est pas le plus important. Question suivante de Camille. Plus j'y pense, plus je crois que les Américains vont se manger des JO en mode Athènes 2004. Les 3 PP ne participeront pas, trop à perdre et trop peu à gagner au niveau de la Legacy. Et si on part d'un principe niveau actuel, âge et niveau probable en 2028, Haliburton, Edwards, Tatum, Brown, Adebayo, voire Flagg sont sûrs d'en être s'ils veulent faire la compétition. Et derrière, il y a plein de stars et de joueurs très forts, mais personne d'indispensable. La pression de jouer à domicile, avoir dominé depuis 2008, se faire pourrir par Trump en cas d'échec, ne pas commencer la compétition en sachant que c'est gagné d'avance, les JO ont bien montré que plusieurs équipes n'étaient plus très loin de battre une Dream Team, et avoir son nom gravé dans la pierre en cas d'échec. Toutes ces raisons me font penser que beaucoup de joueurs seront frileux à l'idée de participer, et que leur effectif risque d'être bancal, à l'échelle de Team USA évidemment. Les effectifs de la France, de la Serbie et du Canada n'auront pas grand chose à leur envier. Ces 3 équipes peuvent jouer les USA en ayant le meilleur joueur sur le terrain. Et pour moi, avec mes pouvoirs de Nostradamus, les Bleus avec Victor et son armada de freaks athlétiques monstrueux, en défense, et surtout la Serbie seront les grands favoris. Je rêve de voir tomber les USA chez eux avec un Donald qui rappellera le sum de notre Thibaut Courtois national en 2018 avec une finale France-Serbie pour bien pouvoir déféquer sur tous les anciens joueurs NBA qui pensent que les joueurs européens sont soft. On voit que c'est quelque chose qui te travaille, Camille. Tu as déjà bien théorisé la chose. Et vous, pensez-vous que Team USA aura tous les joueurs les plus forts du moment ou risque-t-il d'y avoir pas mal d'absents? Quelle équipe est votre favorite si vous deviez en choisir une maintenant, en partant du fait qu'on exclut les blessures et on imagine que tous les jeunes progressent ou au minimum ne régressent pas? Je pense qu'il y a peut-être un truc que tu as sous-estimé, mais peut-être que tu es totalement dans le vrai, hein, mais c'est le fait donc que les Jeux Olympiques se jouent à Los Angeles. Les JO pour les Américains, c'est hyper important. Le fait de les jouer à domicile, je pense que... Alors oui, normalement, les 3 PP, comme tu dis, n'y seront pas, mais je pense vraiment qu'ils vont essayer d'envoyer la meilleure équipe possible. Et il n'y aura pas de... Je pense pas qu'il y aura une cascade de forfaits de joueurs désintéressés. Enfin, les JO à domicile, je pense vraiment que c'est le rêve de beaucoup d'athlètes américains. Donc, il y aura tous ceux que tu as cités, et c'est déjà pas mal. Alors, ouais, il n'y a pas la même marge de manœuvre qu'avant, et le fait qu'il n'y ait sans doute ni LeBron, ni Curry, ni KD, j'attends de voir quand même, hein. Même s'il y a 3 ans encore à faire, on ne sait jamais, il peut toujours y avoir un de ceux-là qui viennent pour encadrer la génération, qui soit suffisamment en forme pour avoir sa place. J'attends de voir, mais l'équipe que tu as dit, tu dirais Haliburton, Edwards, Tatum, Brown, Adebayo, Flagg, c'est pas mal. C'est moins fort, c'est pas une Dream Team, mais c'est pour ça que si tu me demandes le favori, je dirais peut-être encore les États-Unis, à domicile, les États-Unis. Mais je crois, comme toi, que l'écart s'est vraiment resserré et que c'est tout à fait possible que les Bleus, peut-être la Serbie, peut-être le Canada, les battent. Et je partirai pas du tout avec la même confiance que j'avais pour Team USA. Et j'ai failli avoir tort d'avoir confiance parce que pas passé si loin que ça de la victoire. Euh, je pense que Team USA sera favorite et qu'elle aura en tout cas la meilleure équipe possible en 2028. Est-ce que cette meilleure équipe possible, ce sera suffisant pour battre le reste? Je sais pas. Il y a les aléas que tu as évoqués, les blessures, les choix sportifs qui font qu'on n'est pas sûr du tout d'avoir, ne serait-ce que pour les Bleus et pour les autres favoris. Tu parlais de la Serbie, Jokic il aura 34 ans, est-ce qu'il sera encore en train de jouer au basket ou est-ce il préfère aller jouer au tiercé en Serbie? C'est autre chose. On ne sait pas ça. Mais ouais, je dirais quand même toujours les États-Unis du fait que ça se passe à Los Angeles et que ça doit être un rêve quand même de faire les JO à Paris, les JO à Los Angeles pour des Américains, enfin, les JO à Paris pour des Français, c'était le rêve d'une vie. Je pense que des JO à Los Angeles, c'est le rêve d'une vie pour d'autres athlètes, notamment certains peut-être de Team USA. Question d'Anthony, toujours grand pourvoyeur de questions dans les mails. Merci à toi pour ton assiduité et ta productivité, Anthony. En début de semaine, vous nous appreniez la prolongation du contrat de Billy Donovan à la tête des Chicago Bulls. En 5 ans, il n'aura atteint les playoffs qu'une seule fois et surtout, il n'a qu'une seule saison à plus de 40 victoires. Le bilan sportif semble maigre pour justifier sa prolongation. Pour autant, les derniers matchs de la saison régulière ont laissé apparaître un jeu un peu plus rapide et offensif autour du trio White, Giddey et Botzelis. D'où ma question pour vous. Dans une conférence Est qui va être encore un peu plus affaiblie avec les blessures des leaders de Boston et Indiana, les Bulls peuvent-ils espérer passer une série de playoffs
en s'appuyant sur leur trio de jeunes stars. Que manque-t-il à ce groupe pour être davantage ambitieux? La dernière question est très simple, je pense qu'il manque, et on l'a évoqué avec Antoine et Théo, le joueur qui te fait dire c'est bon, la franchise est entre de bonnes mains, il y a une figure de proue, un joueur qui sera parmi les meilleurs à un moment dans sa carrière. Je pense pas qu'ils ont encore ce joueur-là, qu'ils aient encore ce joueur-là. C'est pas Kobe White, je pense pas Josh Giddey et je pense pas non plus Boutzelis, même si je l'ai dit l'autre jour, il est vraiment remonté dans mon estime et son potentiel me semble vraiment intéressant. Giddey j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, mais pour moi c'est pas un numéro un et Kobe White pour moi c'est un super sixième homme, voilà. Donc il n'y a pas ce joueur-là, donc c'est ça qui manque aussi pour être plus ambitieux. Si t'as pas ce joueur-là, bon, un collectif vraiment gigantesque, mais je prends l'exemple de Détroit, ils sont passés des bas-fonds à une qualif en playoff et à une très belle série de playoffs parce qu'ils ont réussi à avoir ce joueur. Il l'avait déjà, c'était Kate Cunningham, mais il a montré qu'il pouvait être ce joueur-là. Il faudra qu'il confirme, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que maintenant c'est un All-Star, c'est un franchise player. Chicago l'a pas encore. Ce qui ne veut pas dire qu'ils peuvent pas aller en playoff. Un gros collectif, des adversaires qui subissent des blessures, qui ne sont pas au niveau attendu, ça arrive toujours. Donc il y aura peut-être encore un play-in, il y aura peut-être cette fois une qualif en playoff, donc c'est pas impossible. Passer un tour, j'ai quand même du mal à y croire. J'ai quand même du mal à y croire, en l'état actuel en tout cas. Et l'équipe n'est pas terminée, la construction est toujours en cours, je ne suis pas sûr que Nikola Vucevic soit toujours un joueur des Bulls, que ce soit à la reprise ou au moment de la deadline, donc c'est ça qui leur manque. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas bien travailler. Moi aussi, j'ai aimé cette fenêtre très très offensive où ça jouait bien et ça jouait l'attaque et il y avait des victoires. Mais il faut définir le style de ton équipe. Il faut définir quelle équipe vont être ces Bulls-là à l'avenir. C'est toujours le même coach, c'est toujours la même direction, toujours les mêmes joueurs presque par rapport à l'année dernière. Donc c'est ça qui manquait. Moi aussi, j'ai envie de voir les Bulls être, être plus ambitieux. Pour finir, une question d'Arnaud au sujet du Miami Heat. Théo n'est pas là pour y répondre, mais je pense qu'il évoquera le cas de Miami ultérieurement, une équipe qu'il affectionne particulièrement. Arnaud demande qu'est-ce qu'on imagine la saison prochaine pour cette équipe. Hero et Adebayo font des deuxième et troisième options idéales. Pour ce qui est de Hero, il devient selon moi l'un des joueurs offensifs les plus slept on, les plus sous-cotés de la ligue. Euh, Même si le fond de jeu de 8 en 2024-2025 était bien triste, même inexistant par période, Kelly Ware peut devenir le stretch 5 protecteur de cercle idéal que toutes les franchises rêvent d'avoir. On note la présence d'un supporting cast de joueurs de devoir fiables et two-way, Jovic, Highsmith, Devon Mitchell, aka Off-Night, le meilleur défenseur extérieur de la ligue in my book. Très juste, Mitchell, moi j'aime beaucoup, je pense que Miami c'est bien pour lui. Simone Fontecchio ou encore le chouchou de Shai Pele Larson. L'arrivée de Norman Powell me paraît également idéale pour venir compléter cet effectif, mais on a l'impression d'avoir une nouvelle troisième option et de ne toujours pas avoir notre franchise player qui pourra ramener la franchise au sommet. Ou imaginez-vous le hit pour la saison 2025-2026 et quelle cible identifiez-vous pour devenir l'option numéro 1 à South Beach? Question bonus, que faire d'Andrew Wiggins? Croyez-vous à ce stade qu'il pourra retrouver un niveau à la hauteur de son salaire? PS, si Antoine a envie de trouver un trade pour se débarrasser de l'horrible Terry Rozier, ce serait génial. Il y a beaucoup de questions dedans, et effectivement, il y a beaucoup de paramètres avec Miami. Il leur manque, oui, a priori, il n'y a pas de première option traditionnelle de superstar incontestable, incontesté dans cette équipe. Parfois, tu peux compenser par plusieurs joueurs de calibre All-Star qui s'entendent bien, très bien coachés, ce qui est le cas du Heat, et avec une identité de jeu très marquée. Ça peut être ça la solution pour le Heat, parce que on a vu que les joueurs se bousculaient pas pour aller à Miami. Peut-être que toujours la méthode Pat Riley fait un peu peur. Peut-être que les gens se disent, les joueurs se disent qu'il n'y a pas assez de matière autour. Je sais pas, mais en tout cas, il y a pas. C'est difficile de décrocher cette superstar. Donc peut-être que nouvelle montée en puissance de Tyler Hero, Adebayo qui adapte un peu son jeu aussi. Il est surtout très très fort en défense. Il a des qualités en attaque, mais on les voit pas tant que ça. Et des joueurs parmi ceux que tu as cités qui se révèlent. C'est pas impossible que cette équipe-là fasse une bonne saison. Moi, je la vois aller en playoff, peut-être via le play-in plutôt, mais j'exclus pas du tout une place dans le top 5 parce que Hero est devenu All-Star et pour les raisons que j'ai évoquées. Je pense que c'est pas impossible. J'aime bien aussi certains joueurs du banc. J'aime beaucoup Fontecchio, j'aime bien David Mitchell. Tu l'as dit, Pele Larson. Alors je sais pas quels sont les plans de Spoelstra pour Pele Larson, mais je l'aime beaucoup aussi. Jovic, c'est un peu un mystère. Du jour au lendemain, tu peux te dire que c'est un futur très très bon joueur et le lendemain que
son plafond dépassera jamais celui-là. Mais ouais, voilà. Et puis Andrew Wiggins, non, malheureusement, les dernières saisons me font dire que le meilleur est derrière lui et que c'est peut-être. Je le vois pas être à la hauteur à un niveau à la hauteur de son salaire. C'était la question que tu posais. C'est pour répondre à la question, ouais, j'ai du mal à le voir revenir à ce niveau-là et peut-être que j'espère qu'il va me donner tort ou que sinon il sera utilisé comme trade asset ensuite. Et je n'ai pas de trade à te proposer pour l'horrible Terry Rozier, pour reprendre tes propos, dont on va déjà voir s'il se sort de la situation de l'enquête du FBI autour de lui. Voilà. Sur cette dernière question, merci beaucoup pour vos nombreuses questions à nouveau. Il y aura une nouvelle salve soit dans la semaine qui suit, soit à la date habituelle de samedi. Si vos questions n'ont pas été prises, n'hésitez pas à renvoyer. J'essaye à chaque fois de ne pas oublier. Je me mets des petits rappels pour certaines questions qu'on pose ultérieurement. Mais voilà, n'hésitez pas à insister. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve lundi matin du coup pour un nouveau CQFR. Ciao ciao.